L'instant débat fait croiser c'est tous les jours sur Télévision et Diaspora FM. Talons face à la presse internationale. Sérénité et persuasion, c'est le thème que nous abordons dans ce numéro de fait croiser. Invité Laurent Delors Faton. Il est secrétaire national à l'économie numérique des forces Corée pour un Bénin émergent. Il est sur ce plateau pour débattre du sujet. Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Tranquillin Benoté. Cher ami Passo, vous êtes un habitué de ce plateau. Peggy Dovic Dagba, un confrère, rédacteur en chef de Diaspora FM. Bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Benoté. On va donc s'intéresser à cette intervention du président de la République au niveau de la presse internationale. D'abord, que peut-on retenir d'abord de façon générale de l'intervention du chef de l'État? Ma question s'adresse au politicien Laurent Delors Faton. Merci, c'est un plaisir de débattre de cette question parce que l'actualité de cette émission a occupé, disons, depuis 3 jours les réseaux sociaux. Et hier, tout le monde était câblé pour pouvoir suivre. J'étais tellement occupé, mais j'ai fait l'essentiel d'écouter même au moins l'audio en direct parce qu'il était question de savoir ce que le chef de l'État avait à dire à l'opinion publique internationale, je dirais en partie nationale. Ce que je retiens est que le chef de l'État a voulu désormais faire de la communication. Et vous avez constaté que depuis 3 semaines, les ministres sont sur tous les médias en train de présenter le bilan des 2 ans. Et le chef de l'État est venu boucler la boucle, je dirais. De manière générale, je remarque simplement que le chef de l'État, une fois encore, en voulant faire de la communication, n'a pas encore compris qu'il faut faire une communication qui permette de pouvoir impacter positivement l'opinion publique internationale et nationale. Donc, à mon entendement, pour vous, c'est un non-événement, l'intervention du président de la République. C'était un événement, mais un événement raté. En quoi c'est un événement raté? Premièrement, il était question d'abord de savoir pourquoi cette intervention, pourquoi ces chaînes internationales et pourquoi en cette période donnée. Et quand je prends d'abord la nécessité de communiquer, on sait aujourd'hui qu'en démocratie, la communication est indiscutable. On ne peut pas ne pas communiquer quand on est dans un système démocratique. Et le 8 avril 2017, le chef d'État avait dit qu'il va désormais communiquer. Et s'il a dit, on a compris qu'après 1 an d'expérience, il a compris que ce qu'il faisait n'était pas la communication. Il passait à côté de la plaque et il faut communiquer. Et quand il a voulu communiquer, on a compris simplement qu'il a préféré désormais s'adresser aux Béninois, non pas à travers les chaînes nationales, mais à travers les chaînes internationales. Parce que le 8 avril 2017, c'était avec les chaînes nationales qu'il a fait son intervention. Et cette fois-ci, on le retrouve au devant de la scène avec les chaînes internationales. Ce qui veut dire que la première expérience faite lui a montré que les chaînes nationales ne lui permettent pas d'atteindre les objectifs qu'il vise. Et il préfère aller maintenant à l'international. Est-ce qu'à priori, on peut dire qu'il n'a pas communiqué pour les Béninois? Il a préféré communiquer pour l'extérieur. Sur cette question, à l'aide du numérique, quand même, la plupart des chaînes internationales sont très bien suivies au plan national. Peggy Dovic Dagba, les canaux empruntés par le chef de l'État pour son intervention ce week-end répondent-ils justement au désirata des populations du Bénin? Je prendrai au mot mon vis-à-vis ce matin, pardon. Pour dire que si vraiment il s'adressait seulement à l'international, il n'aurait pas pu suivre cette émission ici, parce qu'il a dit bien qu'occupé, il a pu le suivre, en tout cas l'audio, en direct. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement la communauté internationale qui intéressait le chef de l'État, mais c'est également les Béninois de l'intérieur. Donc le canal qui a été utilisé est parfaitement adapté, à mon avis, parce que le chef de l'État, il faut le dire, a quand même quelques éléments à faire savoir à l'international. Souvenez-vous que après la toute première année de son mandat, il n'était pas très connu, il n'était pas très bien compris par la communauté internationale. Nous avons suivi la presse internationale avec certains mots qui n'étaient vraiment pas à l'honneur du chef de l'État. Donc, il lui fallait refaire un peu cette image à ce niveau-là. Donc, moi, je comprends tout simplement que le chef de l'État a voulu dire au monde entier, le Bénin compris, ce qu'il fait, ce qu'il entend faire
quelle est sa vision des choses et comment il appréhende eh bien, les différents problèmes qu'il faut résoudre au cours donc, de son mandat. C'est ce qu'il faut franchement comprendre à travers cet exercice. Dire que le chef de l'État oublie les chaînes nationales au profit des chaînes internationales, je crois qu'on ne doit pas lui faire cette guerre, puisque pendant 3 semaines, on a quand même noté, eh bien, avec satisfaction pour certains, avec eh bien, peut-être des a priori pour d'autres, et pourquoi pas des éléments qui ne sont pas encore ce qu'il faut pour d'autres encore. Nous avons vu des ministres, sinon la plupart de ces ministres, défiler sur la chaîne nationale et sur les chaînes privées pour faire quand même le point de fond en comble dans les détails eh bien, de ce qui est fait depuis ces 2 ans, de ce qui a été fait comme bilan, comme action au niveau de ce pays pendant ces 2 ans-là. Donc c'est très important. Ceci n'est pas du tout à négliger. Je crois qu'avec les ministres, on a eu des éléments probants, on a eu chacun, en ce qui le concerne, à faire vraiment le bilan de ce qui a été fait par le gouvernement pour le Bénin. Le chef de l'État est venu boucler la boucle, comme vous l'avez dit, mais en choisissant un canal pour que tout le monde entier, en tout cas, soit au courant de ce qu'il fait. C'était important pour lui de s'expliquer à la communauté internationale. Vous l'avez dit, en empruntant ces canaux, elle a choisi de s'adresser d'abord à ses compatriotes, vu que la plupart de ces canaux sont sur satellite et relayés donc sur le plan national. Et au même moment, il a décidé de s'adresser à la communauté internationale. Est-ce que c'était nécessaire pour le chef de l'État, Laurent Delors-Faton? Le chef de l'État, Patrice Talon, a été élu par les Béninois et non par la communauté internationale. Et si c'est nous qui l'avons élu, c'est à nous prioritairement qu'il doit s'adresser. Aucun Béninois n'a élu un ministre, c'est lui qu'on a élu. Et écouter les ministres, c'est le secondaire. C'est lui qu'il faut prioritairement écouter. Et c'est lui qui devrait prioritairement s'adresser aux Béninois. Et pourquoi, quand il s'agit des ministres, il faut prendre les chaînes nationales, et quand il s'agit de lui-même, il faut prendre les chaînes internationales? Ça n'a pas de sens, à mon avis. Et vous avez dit que les chaînes nationales sont aussi sur satellite. On peut les suivre aussi partout. Et nous savons que depuis cet temps, on a voulu quand même promouvoir l'image de l'Afrique dans le monde entier. Et il n'y a pas meilleur pour promouvoir l'image de l'Afrique que les médias africains. C'est un débat de vieille date qu'on a connu déjà. On a vu que ces collègues présidents africains, pour communiquer à l'international, passent beaucoup plus sur des chaînes africaines que nous connaissons. Je ne vais pas nommer une chaîne que tout le monde connaît. C'est la chaîne préférée des présidents au niveau africain désormais, pour faire l'image. Parce que les chaînes internationales n'ont jamais bien fait l'image de nos pays africains, parce qu'ils ne connaissent pas le pays africain. Vous allez voir dans le débat que les journalistes qui étaient sur le plateau ne maîtrisaient pas la réalité béninoise. Il y avait des sujets sur lesquels le chef d'État répondait et qu'il fallait faire des relances. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il ne connaissait pas le Bénin. Et même s'il fallait choisir une chaîne nationale ou internationale, il aurait fallu quand même y associer des journalistes à l'interne pour que ces journalistes puissent permettre à ce qu'on fasse un décryptage beaucoup plus sérieux du monde. Parce que ce qu'on a eu, j'enseigne le cours sur l'interview à l'université et je sais ce qu'on entend par l'interview. L'interview, c'est a priori à mener le vis-à-vis, à dire même ce qu'il ne veut pas dire. C'est pratiquement un combat qu'on doit faire, mais j'ai senti que le chef d'État avait devant lui des gens qui ont été briefés d'avance et qui lui posaient des questions qu'il fallait. Et ils ont évité justement les questions qui fâchent, les questions qui sont prioritaires pour le peuple béninois. Parce que les questions sur lesquelles les Béninois auraient voulu entendre le chef d'État, on ne l'a pas entendu. Les journalistes ne sont pas intéressés à ces questions. La fronde sociale et autres. Par exemple, donne un exemple. Et quand on prend la fronde sociale, par exemple, quand on prend la dette intérieure, par exemple, quand on prend Mais il s'est un mot prononcé sur l'événement de Djefa, la coalition pour la défense. Ça, c'est un événement politique qui intéresse les politiques. Le chef de l'État a estimé que les membres de cette coalition ne sont pas représentatifs, puisque pour lui, il a la majorité à l'Assemblée nationale, donc il ne représente pas l'opinion nationale. Votre avis en tant que politicien, en tant que secrétaire national à l'économie numérique des forces correspondant Bénin émergentes, puisque le parrain, en tout cas, de cette coalition était aussi présent à Djefa? Je ne vais pas dénier au chef de l'État le droit d'opiner, de donner son opinion sur une activité politique, mais tout le monde sait que ceux qui sont à l'Assemblée, dont il se réclame quand même être le leader désormais, la plupart d'entre eux n'ont pas été élus en dehors du président Boni Yayi. Et qu'aujourd'hui, beaucoup parmi eux ont été élus et ne maîtrisaient pas l'électorat. Ils étaient seulement positionnés par un leader à un moment donné qui a donné sa caution, qui a donné les moyens, qui les a accompagnés afin qu'ils soient élus. Et si aujourd'hui il ne compte que sur ceux-là pour déclarer une majorité à l'Assemblée, il ne l'a pas. Et cette majorité à l'Assemblée ne veut pas signifier une majorité
populaire. Au niveau du peuple, on sait si l'opinion aujourd'hui encore la tendance. Et s'il se donne quand même dans sa posture, quand même, s'il se permet de dire qu'il a la majorité du peuple béninois avec lui, c'est qu'il se leurre et tout le monde le connaît. D'ailleurs, il même le sait. Et si vous voyez ce qui s'est passé après Djefa, vous pouvez comprendre que la mouvance ne dort pas. On n'avait jamais vu le BMP se réunir, bien la rupture se réunir. Mais une semaine après ce qui s'est passé à Djefa, ils ont commencé par se réunir. On a vu les déclarations d'après Sossou et consorts. Ça veut dire qu'ils sont inquiétés, ils ne dorment plus. Et il en est conscient. Et vous avez vu sa réponse. Sa réponse est une réponse frileuse. Il n'a pas répondu à la question dans l'angle où il a fallu répondre. Il a répondu à la question seulement pour surfer. Parce que quand il prend les députés à l'Assemblée, il dit qu'il a 60%. Mais quand un simple calcul ne donne pas 60%. On a 83 députés à l'Assemblée, il a 60 députés, il n'a pas 60%. Il a autour de 55%. Et ça veut dire que lui-même, déjà, il ne maîtrise même pas, a priori, les chiffres, s'il veut faire les calculs. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, c'est une posture politique qu'il fallait donner pour quand même dire à ses partenaires ou bien à ses partisans. Les députés sont quand même... Non, pour dire à ses partisans qu'il est là, qu'il ne peut pas avoir peur. Les députés représentent quand même les populations. Au pays de Ville-d'Agba, êtes-vous de l'avis de Laurent Fatou quand le chef de l'État dit que les membres de la CDD, la Coalition pour la défense de la démocratie, ne sont pas représentatifs? Non, ben, je crois que chacun d'eux est dans son rôle. Ici, c'est les politiques qui parlent et qui tirent chacun le drap de son côté. Nous autres, on ne va pas tomber dans ce piège-là. Il faut voir la réalité en face. Je sais qu'aujourd'hui, le chef de l'État a la majorité parlementaire de son côté, 59 députés. Ça fait quand même sur 83. Je crois que il a pratiquement les 2 tiers, sinon les 3 quarts de l'Assemblée nationale. Il peut tenir ce langage, moi, à mon avis, tout simplement, parce que la question qui lui a été posée... Mais est-ce que ce langage répond effectivement à la réalité sur le terrain? Est-ce que, parce que c'est vrai, les députés représentent les populations, c'est cela, le peuple et tout, mais lorsqu'on va en profondeur, on rencontre les populations et tout ça, le sondage, est-ce que ça va en faveur de chef de l'État, de la gouvernance actuelle? Écoutez, il faut faire la différence entre 2 choses. Avoir les politiques veut-il dire avoir le peuple en main? Ça, il faut vraiment pouvoir faire la différence. Moi, je ne pense pas que les deux veuillent dire la même chose. Aujourd'hui, l'opinion est comment? L'opinion est échaudée par des problèmes de l'heure. Il ne faut pas se voiler la face. Nous avons les enfants qui sont à la maison. Nous avons la vie qui coûte de plus en plus cher. Les populations ont donc forcément des problèmes qu'elles vivent et qu'elles veulent voir se réaliser. Maintenant, à l'Assemblée nationale, si le chef de l'État dit qu'il a au moins 60 députés avec lui, est-ce vrai, est-ce faux? C'est vrai, puisque nous avons eu la déclaration de ces 9 députés qui ont dit « nous soutenons l'action du gouvernement ». Parmi eux, il y en a qui ont même dit que eh bien, le BMP est le prolongement du gouvernement à l'Assemblée nationale. Ça, c'est, comment dire, dans la dimension politique. Ils sont fondés à le dire. Le chef de l'État est fondé à le dire, puisque l'Assemblée nationale est quand même le haut lieu de la politique au Bénin. Et les députés représentent les populations. Vous l'avez dit. Maintenant, moi, j'arrive quand même à faire cette distinction entre les populations qui sont représentées par des députés à l'Assemblée nationale et celles qui vivent aujourd'hui des difficultés. Donc, c'est 2 choses à ne pas, confondre. Il faut pouvoir regarder la réalité en face. Pourquoi on a voulu, sinon les journalistes lui ont posé cette question, c'était pour voir un peu, est-ce qu'il a été sensible à cette action politique qui s'est tenue, qui n'a pas laissé les Béninois indifférents. L'homme, dans sa posture, n'avait pas à se sentir échaudé par quoi que ce soit. Il est le président de la République. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Il fait ce qu'il pense bien pour le pays. Il a quand même une certaine majorité avec lui. Donc, l'homme tente de surfer là-dessus. Et puis, la question de la fronde sociale, pourquoi ça n'a pas été évoqué, selon vous, au cours de cet entretien? C'est ce que je disais tantôt. Les journalistes importés ne comprennent pas la réalité que vivent les Béninois. Ils sont venus pour faire un boulot. Un journaliste reste un journaliste. Pourquoi parlez-vous de journalistes importés? Oui, je dis importés parce que... c'est pour ça que... travail... À mon vis-à-vis, c'est quand même de comprendre une chose. Ici, c'est une grande action de communication que le chef de l'État a voulu faire. C'est une communication à l'endroit de qui? Il y a eu une cible. La cible, c'est tant la communauté internationale que les Béninois à l'interne. Donc il y a des objectifs qui ont été fixés par rapport à cette opération de communication. Ici, le chef de l'État a voulu faire son bilan à lui
des 2 ans, dire ce qui lui tenait vraiment à cœur. Parce que mais le contexte est rythmé par justement les grèves perlées. Les enfants sont toujours à la maison. Le gouvernement et en tout cas les 3 centrales syndicales qui ne demandent point justement ce regard d'ancien de faïence. Normalement, ce débat, cet entretien devrait démarrer par cette question de l'homme. Mais pourquoi ça n'a pas été le cas? C'est pour ça que je parlais de l'opération de communication. C'est une action de communication qui vise un objectif précis. Est-ce que sur ce plan-là, on peut dire que le chef de l'État est en train de réussir? Non. Est-ce qu'il va choisir vraiment lui-même se faire harakiri, comme on le dit? Non, parce qu'il a envie de communiquer. Et c'est l'un des gros manques que moi j'ai eu. Par exemple, au cours de cet entretien, normalement, par rapport à la situation... Avant de prendre votre avis, laissez-moi prendre l'avis du politicien Laurent Delofaton. Pourquoi cette question a été esquivée? Parce que la préoccupation des Béninois, la préoccupation du chef d'État n'est pas le bien-être des Béninois. Le chef d'État n'est pas là pour gouverner pour les Béninois. Apparemment, depuis 2 ans, il gouverne pour lui-même et pour son clan. Il a su bien le dire. Chaque fois qu'il est question... les nombreuses réformes qu'il a engagées, ce n'est pas pour lui, c'est pour l'État, c'est pour le bien-être des populations. Quand il parle des Béninois, il dit que les Béninois ne sont pas compétents. Mais quand il veut parler de sa famille, de ses alliés, de ses partenaires économiques, il dit qu'ils sont compétents. Et c'est ce qui est déplorable. Si moi j'étais de la mouvance ou bien un des partisans du chef d'État, depuis hier, j'aurais pris mes marques. Je me serais démarqué de cette gouvernance ou bien de ce président. Parce qu'il a dit quelque part, il a dit qu'il veille depuis qu'il est élu à ce que les entreprises dans lesquelles il s'est retiré donnent des prestations irréprochables et propres. Ça veut dire, alors que ces entreprises sont aussi gérées par des Béninois. Et ça veut dire que ces Béninois, ils sont compétents. Mais quand il y a la question du port, il dit que parce qu'on n'a pas la compétence au Bénin, qu'il allait importer la compétence. Alors vous voyez, chaque fois qu'il est question de lui et de ceux qui l'entourent, de ce clan, ils sont compétents, ils sont bons. Mais quand il y a la question des Béninois, on n'est pas compétent. On ne vaut rien et il faut aller importer l'expertise d'ailleurs. Ça veut dire que le chef d'État, nous, le peuple béninois n'est pas sa préoccupation, il s'en préoccupe très peu. Et si vous voyez tout le débat, si on a évité les grandes questions, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 grandes questions quand même qui animent la société béninoise. C'est la fronde sociale. Elle n'a pas commencé le 6 avril 2018. Elle a commencé 3 mois plus tôt. Ça veut dire que cette fronde sociale rentre dans son bilan de 2 ans et continue encore dans la 3e année. On ne peut pas ne pas en parler. Ne pas en parler, c'est se moquer des Béninois à la limite. Mais la seconde question qui préoccupe, c'est aujourd'hui quel est l'état de la dette intérieure béninoise. Parce que si la dette intérieure béninoise de jour en jour grandit et qu'on ne paie pas, ça veut dire que l'économie nationale est mise à rude épreuve. Cette question a été évacuée déjà. Elle n'est pas été évacuée. Au Parlement. Non. Au Parlement. On a sollicité le ministre Abdel Biotchane s'est expliqué sur la question. Pour pouvoir racheter la dette. Elle n'a pas encore acheté la dette. C'est-à-dire que la dette intérieure n'a pas encore apuré. Mitokwe a adressé ces questions. Ils ont expliqué le fondement de leur choix. Et le ministre Abdel Biotchane a apporté des éléments de réponse. Mais normalement, cette question est déjà évacuée. Mais à ce jour, la dette n'est pas encore achetée. Et ceux à qui on doit l'intérieur n'ont pas encore été payés. Et que cette question est une question prioritaire. La troisième question, c'est le système partisan sur lequel le chef de l'État veut quand même qu'il y ait des réformes. Et aujourd'hui, la loi à l'Assemblée. Parce que ce système partisan est le nœud même qui va nous aider à faire les élections législatives prochaines. Cette émission n'a pas abordé cette question de l'EPI qui a été tout le temps querellé, on n'a pas abordé. C'est que les vraies questions, on n'a pas parlé. Il a choisi simplement de parler de lui, de ce qu'il pense faire, de ce qu'il croit être bon pour lui et non pour les Béninois. Et c'est la posture adoptée depuis 2 ans. Et c'est ce qui est malheureux dans cette gouvernance à laquelle nous assistons. Et on dirait qu'on est élu un chef de l'État qui est là juste pour faire son Raman Chou. Et quand on aura fait les 5 ans, nous allons nous retrouver dans une situation pire que ce qu'on a vécu. Et tout ce qui se fait, il y a tellement de projets, ce n'est pas pour sa personne et pour sa famille, c'est pour les 10 millions d'arbres que nous constituons. Période de Dagba, comment expliquez-vous que la question liée à l'éducation, surtout les grèves perlées, a été esquivée? Non, moi je ne penserai pas comme Laurent Delofaton. Je sais qu'il est politique. Aujourd'hui, il est du côté opposé du pouvoir. Forcément, tout ce qui est fait par le pouvoir est peint en noir, ce qui est malheureux parce que il faudrait quand même que politique, on puisse quand même pouvoir dire ce qu'on voit et montrer vraiment, comment dirais-je, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas forcément. Hein, il faudra qu'on
qu'on commence à mettre quand même un peu plus de foi dans ce qu'on fait en matière politique, pour qu'on ne dise pas qu'en politique, le noir peut être blanc et le blanc peut être noir, alors que la réalité est en face. Juste un pavé que je jette dans votre mare, Laurent Dolo-Faton, pour qu'on puisse quand même pouvoir vraiment être au même diapason. On ne peut pas dire que le chef de l'État aujourd'hui est là et ne travaille que pour lui, ne pense qu'à lui. La preuve est qu'il est là, et il se donne du mal tous les jours que Dieu fait, quand même, pour tenter de régler des problèmes dans le pays, même si sa rigueur gêne quelquefois. Et je pense quand même que je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire différemment les choses. Il faut durcir le ton face aux Béninois, parce qu'il y en a beaucoup qui, franchement, donnent dans des pratiques qu'il ne faut pas. Et si vous ne montrez pas la potence, eh bien, ça risque de continuer. Alors, j'en reviens à votre question pour dire que, un peu comme je le disais tantôt, c'est on va dire, c'est une patate chaude entre les mains du président de la République actuellement, la fronde sociale. Et vous l'avez entendu quand il a parlé du droit de grève, de cette nécessité de retirer le droit de grève à certaines catégories. Quand il parlait de la santé, où nous avons des Béninois qui sont malades, qui franchement sont assouvés, mais parce que les gens sont en grève, eh bien ceux-là doivent mourir. Quelque part, humainement, il y a un problème qui se pose, et je pense que c'est tout à fait normal pour lui de chercher à corriger quelque peu. Peut-être qu'il s'y est pris un peu mal, parce qu'on aurait pu réglementer un peu les choses, on aurait pu arriver à imposer la grève avec service minimum pour permettre d'éviter un peu ces périls-là. Malheureusement, ça a pris la tournure que ça a pris, et aujourd'hui, on en est là. Donc, sur le terrain de la fronde, le chef de l'État n'est pas en train de réussir. Il n'est pas en train de trouver le bon bout. Il n'a pas encore trouvé la solution qu'il faut pour pouvoir vraiment remettre les gens au travail. Et pour moi, spécialiste des questions de communication, vous ne pouvez pas communiquer sur un sujet comme celui-là. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore réussi. Et si vous prenez ce risque, c'est que vous risquez beaucoup plus de vous enfoncer. Mais ça, n'est-ce pas une politique de l'autruche? Pourquoi fuir ses responsabilités? Non, est-ce que c'est une fuite de responsabilité? Justement parce que personne ne sait. Ceux qui ont suivi cette émission, la plupart s'attendaient à ce que le chef de l'État opine sur la question de la fronde sociale. Tout à fait. Je ne prends pas sa défense, mais je me dis, personne ne sait ce qui est en train d'être fait en sourdine. Dans le fond, le dialogue social est rompu. Depuis un bon moment, les deux partis ne se retrouvent plus, le gouvernement et les centrales syndicales. Ils se sont retrouvés récemment, il y a les trois centrales syndicales qui résistent encore. Elles ont adressé un courrier au gouvernement pour demander en griffe la reprise des discussions, mais la suite, on la connaît. Pour l'instant, rien du tout. Je sais que la semaine dernière, je crois qu'il y a eu quand même une rencontre avec les deux parties, le dialogue, j'allais dire, social, qui a tenté de reprendre, parce que j'ai eu certains secrétaires généraux de syndicats qui m'en ont parlé. Peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution. On a vu le chef de l'État se déplacer chez Bruno Amoussou. C'est quand même une personnalité de ce pays. Bruno Amoussou on ne sait pas de quoi. Bruno Amoussou ne dirige pas une centrale syndicale. Non, il n'est pas membre du gouvernement. Je suis d'accord. Il est député à l'Assemblée nationale. Je suis d'accord, mais rien ne l'empêche d'appeler ces syndicats-là et de discuter avec eux. Dirige-t-il désormais le pays avec Bruno Amoussou, Laurent Dolo-Faton? C'est pas ce que j'ai voulu. Non, mais si vous estimez que... J'essaye de montrer que le chef de l'État ne reste pas de marbre face à la situation. C'est vrai qu'aucun communiqué n'a sanctionné cette rencontre entre les deux. Mais je me dis, quelqu'un qui est préoccupé par la stabilité de son pays, par le développement de son pays, ne peut pas aller à des rencontres comme celle-là. Nous avons encore 3 minutes avant de boucler je voulais ajouter aussi le médiateur de la République qui également a commencé par rencontrer des gens, en tout cas les différentes parties. Mais ce qu'on retient aujourd'hui, la grève continue sur le dossier de la boucle ferroviaire. Le chef d'État a reconnu que le groupe pétrolier a gagné ce marché, et pourtant, désormais, il a opté pour les Chinois. Il a réexpliqué le sujet. Vous, en tant que citoyen et politicien, quel est votre avis sur le sujet? Je voudrais dire à M. Peggy que je n'ai aucunement l'intention de peindre au noir tout ce que j'ai tout à fait. Parce que c'est des questions du Bénin après tout. Mais je ne peux pas me permettre quand même le vilain luxe de dire ce qui n'en est pas. Sur la question que vous posez, si le chef d'État a communiqué à l'international, c'est juste parce qu'il veut que les investisseurs, les puissances occidentales et autres puissent s'intéresser davantage au Bénin.
Et on ne peut pas vouloir quand même que les gens de l'extérieur viennent investir dans un pays où la justice est corrompue. Parce que c'est lui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que la justice béninoise est corrompue et qu'elle est toujours en grève. Et il le dit alors qu'il est face à l'international. Il veut que les gens viennent investir dans un pays où ils ne sont pas sécurisés par rapport à leurs investissements. Et c'est pareil par rapport à la situation de Pétrolin et de Bolloré. Comment dans un pays qui se veut juste, respectueux de la justice, se permet le luxe de remettre en cause des décisions de justice? Parce que si Pétrolin a gagné le marché, il aurait fallu quand même trouver, soit on suspend carrément le marché et on fait un autre appel d'offres. Parce que ce que c'est a dit hier, c'est qu'on ne veut plus remettre, on ne veut plus, je dirais, on ne veut plus faire le même projet que par le passé. Par le passé, on a voulu réhabiliter les rails. Mais aujourd'hui, on veut construire de nouveaux rails. C'est ce qu'il a dit hier en résumé. Si tel est le cas, on suspend le projet, l'ancien projet, on dédommage celui qui a gagné ou bien ceux qui ont investi dans la réalisation de ce projet et on lance un nouvel appel d'offres pour pouvoir chercher de nouveaux investisseurs pour construire le marché. C'est simple. Mais si le chef d'État se transforme lui-même en tribunal arbitral ou bien en justice et décide unilatéralement à ce que le projet soit affecté à d'autres partenaires désormais, je me dis, quelle image donne-t-il à l'international et qu'est-ce qu'il veut vraiment que ceux qui veulent investir, bien ceux qui nous l'ont regardé hier et ont vu le Bénin à travers lui, comprennent de ce pays où il dit qu'il n'y a pas la justice, où lui-même se transforme en justice et se transforme en tribunal arbitral. C'est ce que je retiens. Je retiens seulement qu'il y a contradiction entre ce que le chef d'État veut et ce qu'il dit et ce qu'il fait chaque fois. Et ce qu'on constate depuis 2 ans. Et si tel est le cas, vous avez vu, pour lancer le PRG, on a appelé de la France une agence de communication, Attilas et Attali. C'est eux que je pense bien qu'on a invité. Mathias, oui, vous pouvez parler d'Attias. Mais quand ils ont fait la communication autour du PRG, ça a donné quoi? Ça n'a rien donné. À ce jour, est-ce que les investisseurs se bousculent aux portes du Bénin pour pouvoir investir au Bénin? On n'a pas le résultat. Et après 1 an et demi de cette hyper méga communication qu'on a déjà fait, on retourne encore à l'international pour chercher encore d'autres médias étrangers pour ramener au Bénin afin d'avoir les résultats. On n'a pas les résultats. Les membres du gouvernement sont bien placés pour faire le point des résultats obtenus après ce que vous appelez méga communication. Pays de Dagba, le président de la République a reconnu très bien que le groupe pétrolier a gagné ce marché et a dit qu'à un moment donné, le gouvernement béninois a décidé de faire appel à un partenaire stratégique qui n'avait pas participé au départ à l'appel d'offres et le groupe pétrolier a protesté. Le chef de l'État a également, au cours de son intervention, reconnu la pertinence de la réaction du groupe pétrolier et a dit que la convention n'a jamais été signée. Pourquoi le gouvernement, parce que de l'État est une continuité, pourquoi le gouvernement ne peut pas faire les choses normalement et a décidé unilatéralement de faire appel aux Chinois, ce qu'il a réaffirmé également hier au cours de son intervention. Tant qu'il y a un cas de Belantin, c'est l'un de mes gros problèmes en fait par rapport à ce dossier parce que j'ai vraiment pas compris pourquoi le chef de l'État, bien qu'il ait été au courant de ce que la Cour suprême a rendu une décision qui quand même a cherché à taire tout trouble dans cette affaire. Et on a entendu l'avocat du groupe pétrolier, le dit maître Cyril Dicuy, quand on dit qu'il faut voir cesser tout trouble, c'est-à-dire que celui qui trouble doit pouvoir se retirer tout simplement du dossier. Et c'est ce qui, normalement, devait être fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la justice a rendu une décision qui remet le groupe pétrolier dans ses droits, qui devait donc normalement démarrer tranquillement son chantier. Malheureusement, on retrouve que le chef de l'État décide d'écarter les deux pour pouvoir tirer un 3e larron. Ce qui me laisse songeur quant à vraiment la qualité de la justice et la qualité des décisions rendues par la justice ici au Bénin. Parce que la justice ne peut pas avoir désigné un gagnant, un perdant. Qui a participé à l'appel d'offres. À l'appel d'offres, oui. Et on décide carrément de ramener celui qui a gagné au même destin que celui qui a perdu. C'est pas possible. Malheureusement, ces choses-là se passent et on se pose vraiment des questions quant à l'origine de cette décision, puisque ceci vient encore quelques jours après la rencontre tant quêtée par le chef de l'État auprès de l'Élysée, auprès de Emmanuel Macron. Alors moi, je m'empêche difficilement de penser que peut-être que c'est des autres qui sont venus de quelque part. Mais en tout cas, je sais que nous sommes un pays souverain et que le chef de l'État ne peut pas se laisser, intimider par qui que ce soit, surtout que c'est de la souveraineté qu'il s'agit.
Et nous allons attendre simplement de voir, parce que jusque-là, on n'a pas encore la réaction officielle du groupe pétrolin, même si Mme Claudine Prudencio a intervenu pour dire que, eh bien, que le groupe attend qu'on lui notifie cette décision. Je crois que nous sommes dans l'entente et le groupe pétrolin devra pouvoir réagir dans les prochains jours et on saura à quoi s'en tenir. Merci à vous. On va conclure sur ce sujet. Merci à vous, Laurent Delors-Faton. Je rappelle que vous êtes secrétaire national à l'économie numérique des Forces Corées pour un Bénin émergent. Avec vous sur ce plateau, Peggy Dovic Dagba, rédacteur en chef de Eden Télé et de Diaspora FM. On abordait en tout cas, on décryptait pour les auditeurs de Diaspora FM, les téléspectateurs de Eden Télévision, l'intervention du chef de l'État, une intervention intervenue hier.